Aujourd'hui, on va parler de l'enfant intérieur qui, tout petit, a vécu toutes ces blessures, etc. Et je voulais connaître comment était ta rencontre avec ton propre enfant intérieur. Bonjour Hélène et merci de m'accueillir. Je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004 et mon grand plaisir consiste à aider les gens à être heureux dans leur vie, aussi bien au travail qu'avec leurs amis. C'est en gros des gens qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils subissent des pressions. Mais on va parler de l'enfant intérieur. Donc la dernière fois, tu nous as parlé beaucoup de ce rapport masculin-féminin à l'intérieur de chaque être humain et comment ça réagit à l'extérieur. Mais il y a aussi la rencontre avec notre propre enfant intérieur qui, tout petit, a vécu toutes ces blessures, etc. Là, aujourd'hui, j'ai focalisé sur ce que tu appelles l'enfant intérieur, mais on a aussi des parts de nous. L'enfant intérieur, c'est une des parts de nous. Pour moi, on a des morceaux de nous qui sont restés coincés dans l'enfance. Alors, tu as par exemple celui qui va te dire « Ne fais pas ça, t'as pas le droit, c'est ça qu'elle dirait maman ». Et ça, c'est la partie de nous qui ne veut pas que nous évoluions. Voilà, cette partie-là te dit « Je t'ai sauvé la vie autrefois, j'ai toujours été un cheval qui gagne, et aujourd'hui, tu ne peux pas me jeter. » Mais si, je vais te jeter. Parce que avant, quand tu m'aidais à rentrer dans le moule ou quand tu m'aidais à être rebelle pour trouver ma place, j'étais bien contente de t'avoir. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi. Non, c'est hors de question, change pas, je gagne. Et en fait, cette part va t'empêcher l'évolution. Et c'est ce que j'appelle la résistance. Je te le fais en schématisant. Oui, très bien. Pour qu'on comprenne l'idée, je crois que c'est assez clair. Après, l'enfant intérieur, c'est l'enfant qui a été conditionné. Alors, lui, il a été selon la place qu'il a eue dans la fratrie, selon le rôle qu'il a occupé, selon les drames qu'il a vécu, soit au niveau transgénérationnel, soit au niveau horizontal. Il est arrivé au croisement de l'abscisse et de l'ordonnée, peut-être au moment où son grand-père était assassiné sous les yeux de sa mère, où sa mère a vu sa sœur mourir d'un cancer, où toute la famille a quitté un pays. Il a vécu des choses qui sont horizontales, et puis, il a vécu des choses qui étaient de l'ordre du transgénérationnel et de la répétition. Et quand il arrive à cette place-là, dans cette famille-là, il va être le vilain petit canard, l'enfant parfait, l'enfant sacré, le rebelle, le fouteur de merde, l'enfant malade. Il va avoir un rôle. L'enfant intérieur, c'est celui qui est resté coincé dans les exigences parentales. Et qu'est-ce que c'est que l'exigence parentale? Ce sont des parents qui eux-mêmes ont été élevés comme ils ont pu. Et plus tu remontes dans le temps, plus c'est dur, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, avec de génération en des générations, les contraintes d'éducation s'allègent. Et c'est ça qui va faire que l'enfant intérieur, il est resté bloqué dans les geôles de l'enfance, à l'endroit de l'interdit, de la maltraitance, de l'abus, du service, de l'injustice, de la colère, de l'abandon, au choix, en espérant qu'il n'y ait pas tout en même temps. Selon ce qui s'est passé. Donc l'enfant intérieur va te rappeler que tu es conditionné pour dire bonjour, dire oui, te laisser faire, te laisser abuser, faire là où on te dit de faire, ou exactement comme l'autre l'a demandé, ou alors d'être au service, donc être un sauveur. Et tu vas ramasser tous les chiens perdus sans collier pour les aider à se remettre d'aplomb. Et bien sûr, une fois que les chiens et chiennes perdus sans collier sont remis d'aplomb, ciao. Voilà. D'accord. Donc, dans ta propre vie, tu as eu ça aussi. Enfin, tu as découvert ça, tu as soigné ça. Et je voulais connaître comment était ta rencontre avec ton propre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quelque chose que j'ai découvert au hasard d'un stage. Tu sais, je me forme tout le temps depuis toujours. Oui. J'imagine. Oui. Et là, j'ai raconté une anecdote où je venais de naître. Mes grands-parents racontaient que ma mère voulait m'abandonner parce que j'étais une fille. Elle ne m'a évidemment pas abandonnée. Mais après, mon frère aîné, bon, tu connais l'histoire parce que je l'ai raconté. Et en fait, c'est là que j'ai découvert. Tu vois, j'ai tout à coup vu le bébé que j'étais et tu vois, ouf. Ben oui, parce que les filles, c'est pas bien. Hein. On n'était pas content d'avoir des filles. Hein. Ma maman a fait 5 filles, mais son premier-né était un garçon. Elle a attendu un garçon tout le temps après. Et on n'était que des filles. Et est-ce que tu aurais des beaux exemples de personnes, justement, qui avaient des conflits comme ça à régler par rapport à cet enfant intérieur? Et ça pourrait être une illustration intéressante. Bah, je peux te donner tous les exemples de colère, en tout cas, où les conflits ont cessé. Il n'y avait plus de procès, des réconciliations, redémarrer une nouvelle vie dans un nouveau boulot où les gens ne vous connaissent pas et où vous ne commencez pas à être la bête noire. Donc ça, c'est assez facile pour les gens qui sont extrêmes. Pour les gens qui sont plutôt de bonne composition et des sauveurs, pour eux, en gros, c'est de savoir dire non. Je te donne un exemple très concret. Une jeune femme qui est cadre de santé à l'assistance publique. Elle est supposée partager, en fait, le travail avec une collègue.
et elle fait le travail de la collègue. La seule solution qu'elle a, c'est de quitter ce travail. La directrice lui fait une scène en la culpabilisant parce qu'évidemment, des poules aux œufs d'or comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Et elle vient de me voir au moment où elle est rentrée dans le mi-temps, c'est-à-dire elle termine le boulot qu'elle a commencé avec l'année scolaire et elle fait un mi-temps dans l'autre boîte. Et là, je lui dis la première chose que vous allez faire, c'est que vous ne faites plus le boulot de la collègue. Alors, je lui montre l'approche frontale. Donc, l'approche frontale, c'est « je te préviens, je ne fais pas ton job, mais là, je l'en savais incapable ». Donc, j'ai des approches adaptatives. C'est-à-dire que chacun, par rapport à ce qu'il est capable de faire, va accepter ma proposition, qui part de l'extrême et que je nuance. Toujours. C'est plus simple de partir du plus compliqué, de l'alléger. Eh bien, elle a fait genre « je dois partir, je suis à l'autre boulot ». Elle n'a pas pris les dossiers qu'elle prenait chez elle pour faire le boulot de la collègue. Elle les lui a mis sur son bureau. Bien. L'autre, elle a commencé à bosser. Elle l'a fait bien sûr moins bien que ma coachée, normal, puisqu'elle n'a pas l'habitude, mais l'autre, elle a lâché. Et là, maintenant, elle arrive dans le nouveau boulot et elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a embauchée pour faire un sale boulot qui n'était pas celui qui était prévu. Parce qu'au départ, c'était tu vas placer les infirmières dans les différents secteurs de l'hôpital et maintenant, c'est tu vas nous trouver des infirmières et quand tu as 10 secteurs de l'hôpital qui pleurent pour une infirmière. Donc, elle est obligée de chercher des infirmières qu'elle ne trouve pas. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, ça ne va pas être gagné. Et elle est après obligée de faire de la diplomatie pour argumenter pourquoi elle ne donne pas l'infirmière à tel service et pas à tel autre. Et finalement, là, je lui ai appris aussi à se positionner. Et comme par hasard, elle rencontrait que des hommes qui étaient en couple. Donc, je lui ai appris à poser les bonnes questions pour ne pas perdre de temps. Et là, elle m'a dit, le lendemain de notre rendez-vous, elle m'a dit, on s'est parlé, on s'est vu dans la foulée, ça s'est très bien passé, on se revoit demain. Wow. Et il est libre. Et il est libre. Et il est libre. Bah oui, bien sûr. Elle n'était pas neuneu, la fille. Ouais, quand elle se laisse avoir, c'est qu'elle est dans le programme. Tu fais là où on dit de faire. Tu es l'objet de tes parents. Tu n'as pas le choix. Tu t'écrases. Et pour exister, pour avoir des miettes, tu fais tout le boulot des autres. Donc, conclusion, 43 ans, peu d'hommes dans sa vie, pas d'enfants. Et des histoires comme ça, je peux t'en raconter plein. Je peux te parler de mon coach Puceau qui, un week-end sur deux, allait dans sa chambre d'enfant avec son lit d'enfant sur lequel il y avait ses ours d'enfants. Il avait 40 ans. Déjà, je lui ai dit qu'il fallait plus qu'il aille un week-end sur deux chez ses parents. Et il devait passer des vacances avec des amis d'enfance. Je lui ai dit, bon, il y a 5 couples et qu'est-ce qui se passe à la rentrée? Rien de plus. Alors, mon coco, tu choisis. Soit tu vas là-bas avec eux et dans 5 ans, tu es au même point. Soit tu fais un stage de tantra qui va te décoincer. C'était pas gagné, hein. Il fait le stage de tantra. Il rencontre une fille qui habite dans un pays proche et je lui dis, premier week-end de septembre, tu vas la voir. Ils avaient flirté. Si tu couches pas avec elle, terminé. Il a couché avec, il a passé un an avec elle. Ah oui, c'est un grand pas de fait. Pourquoi? Parce qu'il s'est connecté au petit garçon qui était l'objet de maman. Tous les hommes qui viennent me voir ont été les objets de maman. C'est normal. La mère a un mari défaillant, soit qui est humiliant, soit qui est malade. Donc, elle se console en général avec le premier garçon qui sort. Parce que comme il est l'aîné, on peut lui dire plus de choses. C'est une espèce de pacte qui est signé comme quoi son bas-ventre appartient à sa mère. Et à ce moment-là, cet homme-là devient le sauveur, le gentleman farmer, le troubadour de sa mère. Donc, il doit gérer et la relation au père, qui est pas toujours castrée d'ailleurs. Le père peut être castrateur ou castré. Ça dépend. Et il doit gérer le fait qu'il est là pour sauver sa mère, l'écouter, etc. Donc cet homme-là, quand il est en rencontre amoureuse, il se met en mode là où l'enfant est resté bloqué dans les couloirs du temps. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est au service. Et son enfant blessé, si tu veux, il est comme un... Il a une télécommande et il est complètement gouverné par l'inconscient et par l'endroit où il est resté bloqué. Alors, il peut être resté bloqué à plein d'endroits différents. Mais tout le travail que moi, je fais, c'est de faire le lien entre la situation qui se passe, que j'appelle l'activateur, et prendre l'ascenseur du temps pour arriver à une scène parmi d'autres emblématiques de ce qui se rejoue. Et ce qui submerge les gens, c'est pas ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est ce que l'enfant a vécu autrefois avec la sensibilité, l'impuissance, l'injustice de ce qui a été vécu. Donc quand ça remonte comme ça du passé, ce sont effectivement des comportements, des attentes, des angoisses, des projections qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui sont totalement liées à l'endroit où l'enfant est resté bloqué. Donc on le fait souvent grandir. Et une fois que l'adulte a le lien, tout l'enjeu c'est qu'il rencontre cet enfant intérieur. Et lorsque je procède à cette rencontre, il y a un moment donné, il y a une espèce de changement d'énergie qui se passe. C'est-à-dire que j'ai une deuxième poussée de larmes. Enfin, j'ai la première poussée quand je suis connectée à l'enfant, la deuxième quand l'autre est connecté à l'enfant, et la troisième quand l'enfant est en train de grandir et se fond dans l'adulte et qu'ils ne font plus qu'un, qu'ils sont réunis. Magnifique. Et à ce moment-là, je leur fais faire un petit rituel qui doit durer 3 semaines, qui est vraiment le temps minimum, juste pour rassurer
l'enfant qui sera plus jamais abandonné par l'adulte qui souvent le traite en disant je veux pas savoir, je veux rien savoir. Quand ils prennent conscience qu'ils se traitent aujourd'hui comme ils ont été traités autrefois, version moderne, là il y a une espèce de switch qui se fait et ils percutent. Ensuite donc ils ont leur rituel et ils me disent je parle très souvent à la petite une telle, au petit un tel, et chaque fois qu'il y a une situation délicate, ils se disent cette fois-ci je ne jette pas en pâture mon enfant intérieur à cette personne, je la protège. C'est bien, c'est super. Et c'est un travail essentiel, c'est-à-dire que quoi qu'ils fassent plus tard, ils ont au moins cessé de se faire abuser parce que pour eux, c'est un programme. Hyper intéressant. Donc, ce petit rituel, tu le donnes dans tes stages. Je le donne, mais en fait, il est à chaque fois sur mesure parce que je pars des mots-clés que me donnent mes coachés. D'accord. Tout ça pour dire que il y a un moment donné, ça pose la question d'être prêt. Et moi, ce que je pense, c'est que les gens attendent d'être prêts. Et j'en ai, ils viennent me voir une fois, puis ils reviennent 5 ans après, puis on met le nez dans le caca, puis ils redisparaissent. Puis ils se refont avoir, et ça repart. Et pendant ce temps-là, ils souffrent. Ils préfèrent laisser crever dans les geôles de l'enfance leur enfant intérieur qui est programmé pour être au service, plutôt que de dire stop, viens avec moi, maintenant je suis grand, je peux te protéger. C'est ça. C'est ça. C'est ça tout le travail qui est à faire, c'est ça. C'est en fait aller le rassurer et lui dire maintenant c'est moi. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils savaient, ce qu'ils comprenaient à l'époque, mais maintenant c'est moi. Et je te laisserai pas tomber. C'est non seulement tu as été l'objet, t'en as bavé, mais en plus, aujourd'hui, je me débrouille pour que tu ne jouisses pas davantage qu'autrefois. C'est ça. C'est fou, hein? Oui, c'est du gros boulot, hein. Du gros boulot. En tant que thérapeute, ça demande effectivement à lâcher prise. Parce que quand tu vois les gens se saboter, tu te dis mais... Ben, c'est super. Tu aurais un conseil à donner par rapport à tout ça, à part ton livre, arrêtez de vous saboter. Oui, le conseil que je pourrais dire, c'est que quand vous avez des tuiles dans la vie, que ce soit des tuiles physiques où vous soignez pas bien, ça vous tombe dessus, que vous procrastinez. Quand vous avez des problèmes avec vos voisins, quand vos amis sont toujours d'accord pour que vous les déménagiez, mais que jamais ils vous déménagent. Quand vos parents vous parlent encore comme si vous aviez 5 ans. Quand vos parents préfèrent un de vos frères ou une de vos sœurs. Quand vos mecs ne vous donnent pas la priorité ou vous ont trompé ou abusé, pris votre argent, humilié. Quand vos copines sont bien avec vous quand vous êtes en bas mais se réjouissent pas de vos bonheurs. Quand vos patrons, vos collègues ne foutent rien et vous laissent faire le boulot ou vous mettent une pression folle. Quand vous êtes proche du burn-out. Enfin, en gros, chaque fois que vous vivez des choses, au lieu de vous dire ça va s'arranger, dites-vous bien 3 choses. 1, ça ne s'arrange jamais. Donc si on prend pas les choses au départ, ça empire. Exemple, si vous avez mal quelque part, vous n'allez pas voir un médecin, c'est pas par hasard qu'on va découvrir au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans que vous avez un truc grave. Donc j'ai mal, je me fais soigner. Il y a quelqu'un qui me parle mal, je le sens, je respire et je me dis pas ça va passer. Donc je traite le problème tout de suite. Je reçois un PV, je le paye parce que si je le paye pas, dans 2 ans, je vais payer 15 fois le prix. Les choses ne s'arrangent pas. Tenez-vous-le pour dit. Si vous ne les prenez pas en charge, elles ne s'arrangent pas. 2, je prends ma responsabilité. Quand je procrastine et que j'ai rendez-vous pour un bobo qui a une sale tronche et que j'ai rendez-vous dans 7 mois, je bouge mes fesses pour au moins avoir rendez-vous dans 1 mois, 2 mois, mais pas dans 7 mois, 8 mois, 9 mois. Je m'occupe de moi. Donc, je prends ma responsabilité. Et 3, l'étape d'après, c'est quel est mon bénéfice caché? Pourquoi je fais ça? Chaque fois que je sabote en faisant pas quelque chose ou en le faisant mal, je me demande quel est mon bénéfice caché. À qui ça fait plaisir de me voir m'auto-détruire? Qui se réjouit que je galère en amour avec que des personnes qui ne sont pas disponibles? Qui aujourd'hui dans la tombe jouit que je sois obèse comme elle? Qui jouit parce que professionnellement j'ai pas mieux réussi que lui ou elle? Ou au contraire, qui pleure parce que je n'ai rien fait de mon héritage psychologique, intellectuel, etc. En fait, il y a toujours un bénéfice caché qui fait que par excès ou par défaut, on va faire plaisir à quelqu'un ou décevoir quelqu'un ou ne pas s'autoriser alors qu'on nous a rien demandé à faire mieux que quelqu'un. Et ces 3 clés peuvent vraiment aider à occuper sa juste place. Et une fois qu'on occupe sa juste place, on continue à la maintenir parce qu'on peut très bien être rattrapé par la culpabilisation de l'environnement qui ne va pas comprendre pourquoi on n'est plus aussi gentil et docile qu'avant. On n'aime pas l'homme ou la femme que tu es devenu. Tu étais tellement gentil avant. Tu as fait des choix. Je te donne un exemple. Une coachée qui est sous l'emprise d'une sœur, petit dictateur, veut monter sa boîte. Les parents disent « Tu n'y arriveras jamais, tu es nul !» Elle, c'est l'aînée. Les aînés sont toujours meilleurs pour monter des boîtes. Tu vas monter ta boîte avec ta sœur. On t'aidera. C'est hors de question. Elle ne monte pas sa boîte avec sa sœur. La sœur a un nom dans la région, donc monte une boîte, mais c'est parce qu'elle a un nom, elle n'a rien fait, elle a acheté. Elle a 20 employés pour elle aujourd'hui. C'était il y a 3 ans. 20 employés. Autre exemple, toujours mon coaché de tout à l'heure, il se retrouve à très très haut poste à 22 ans. Ses parents disent « Ouais, super, bravo, on n'aurait pas cru ton frère. Lui, il aurait dû, mais bon, c'est toi qui lui passes devant. » Évidemment, au bout de 10 ans, la boîte est rachetée, machin, ça s'arrête. « Ha, je te l'avais dit, t'es monté. »
Donc, à partir du moment où on sort du rôle qui nous a été attribué, c'est foutu parce qu'on n'est plus le fusible qui permet à la famille de fonctionner. Et c'est toi qui portes. Et là, on va avoir les amis des parents, la fratrie, les neveux, les cousins, tout le monde va y aller de son coup de fil pour dire mais comment oses-tu faire ça à nos parents? C'est comme la fille qui dit je dois vous le dire, mon grand-père m'a abusé de mes 4 ans à mes 12 ans. Et je veux que vous le sachiez, tu es une menteuse, tu es une cochonne, tu mens, tu veux foutre le bordel. Rupture avec la famille, mais malaise dans la famille. Parce que ça veut dire que implicitement, si c'est arrivé à une fille, ma coachée, c'est que probablement c'est arrivé à la mère. Il y a des cousines. Tu vois, quand tu as été choisi pour remplir un rôle à un moment donné, que ce soit quelque chose de tragique comme l'abus sexuel ou que ce soit quelque chose de plus pernicieux comme tu ressembles à la tante machin avec ton grand pif, et puis t'es courte sur pattes, comme la tante Trucmuche. Puis alors, oui, évidemment, ton frère, lui, il est grand, il est large d'épaule, il a les yeux bleus. Toi, t'as 10 cm de moins, t'es étriqué, t'as pas les yeux de ton frère, t'as de très beaux yeux verts, mais on en a rien à foutre de tes beaux yeux verts. T'as pas les yeux de ton frère. Ou le contraire, hein, ça peut être comment, t'es plus blanc, t'es plus noir. Enfin, après, c'est des histoires de famille et de croyances. Donc, à chaque fois, c'est différent. Et les parents vont faire du parfait la référence. Et l'autre, il va vivre avec ça. C'est pour ça que le travail que je fais, c'est de démonter les fils et de détricoter en fait tous ces mécanismes. Bah, c'est super intéressant. Bah, écoute, j'étais ravie. Je t'embrasse fort et puis je te dis à très très bientôt.